Alors guys, j'aurais voulu vous faire un compte rendu sur la réunion censée avoir lieu aujourd'hui. Malheureusement, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a nada, rien. Pourtant, j'ai cherché, j'ai recherché, j'ai fouillé, j'ai actualisé, j'ai fait F5, F5, F5. Malheureusement, rien. Alors peut-être que la réunion a été reportée, ou peut-être qu'on en saura un peu plus demain. Néanmoins, en contrepartie, nous allons décortiquer une interview de David Ornstein sur le cas Manchester United. Pour ceux qui ne savent pas qui est David Ornstein c'est un journaliste assez connu. Pour moi, c'est le maître de Fabrizio Romano. À plusieurs reprises, on voit un tweet de David Ornstein et puis quelques minutes plus tard, on voit un « Here we go ». C'est juste qu'il lui vole un peu la vedette. Mais pour moi, David Ornstein, en Angleterre, il est plus fiable que Fabrizio Romano. Donc David Ornstein a fait une interview sur la chaîne 5, la chaîne de Rio Ferdinand, en compagnie de Joël. Joël, c'est un gunner, mais sincèrement, j'ai trouvé que les questions étaient très pertinentes et très objectives. Sincèrement, c'est à féliciter. Alors, lors de cette interview, David Ornstein nous dit que probablement que la réunion va être reportée. Justement, il nous explique que même si la réunion a lieu, la décision, donc le vote, sera probablement reporté. Mais, malheureusement, selon lui, il n'est pas encore sûr à 100%, mais selon lui, la décision est déjà prise. Il explique que quelque part, Joël et Abraham, qui étaient à fond pour la cohabitation avec Radcliffe, ont trouvé le moyen d'entraîner avec eux Darcy, Brian, Kevin. Il n'est pas encore sûr, mais ce qu'il relève en tout cas dans son interview. Et que dans tous les cas, même c'est que le vote c'est juste pour faire preuve d'officialisation, mais c'est presque fait malheureusement. Donc je pense que les espoirs pour voir Sheikh Jassim, donc propriétaire de Manchester United, se rétrécissent encore malheureusement. Donc il explique quelle est la stratégie des Glazers. Il dit que les Glazers, justement, ça fait longtemps qu'ils sont critiqués. Cette fois-ci, ils vont vendre donc 25% à Radcliffe à 1 milliard 300 millions de livres, soit 1 milliard 500 millions environ d'euros, et qu'ils vont léguer la partie sportive, comme on a entendu, en effet, la partie sportive à Radcliffe. Maintenant, il y a deux choix. Si Radcliffe arrive à renverser la pente, à redorer le blason à Manchester United, eux, ils seront gagnants parce que la valeur marchande de Manchester United va grimper. Donc, du coup, là, Radcliffe sera propriétaire des 25%. Les 75%, donc eux, ils auront à peu près 50%, plus le reste donc qui est en bourse, va grimper. Donc là, dans ce cas de figure, ils seront gagnants. À l'inverse, si Radcliffe n'arrive pas, eux, ce n'est plus leur problème. Par contre, ils ont un nouveau bouc émissaire. Ils vont dire, nous, on a tout fait. Hein. Nous, on a essayé. On a dit, Radcliffe, viens. Radcliffe, tu connais. Tu as Lausanne, tu as Nice, tu as Sky avec dans le domaine du cyclisme. Vas-y, gère. S'ils n'y arrivent pas, ils vont dire, c'est lui le coupable. That's him. C'est tout. Donc, conclusion, ils expliquent que quoi qu'il arrive, les Glazers seront gagnants. Ça, c'est par rapport à la stratégie des Glazers qu'ils veulent mettre en place. Ensuite, il a un peu parlé de Radcliffe en expliquant que il avait commis quelques erreurs avec Nice. Ça, il avait déjà dit, j'avais déjà fait une vidéo dessus il y a quelques mois, ou même peut-être l'année dernière. Donc, il disait que justement que Radcliffe a mis du temps à comprendre le processus. Donc ça, c'était justement en début de championnat. Donc, c'était en août. J'avais vu une interview de lui où il disait que justement que Radcliffe avait commis énormément d'erreurs avec Nice et qu'il avait compris de ses leçons et que avant le début de la saison, on allait voir donc cette année un différent Nice. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point quand même Ornstein est assez fiable. Et à l'heure actuelle, Nice est deuxième. Donc il explique que donc voilà, Radcliffe a compris de ses erreurs. Bon, maintenant je ne suis pas Lausanne, qu'est-ce que ça donne, mais en tout cas apparemment Nice est deuxième et que voilà. Il va probablement grimper encore plus pour être champion, pourquoi pas.
Donc, en gros, il veut dire que Radcliffe s'y connaît quand même dans le domaine sportif et c'est la raison pour laquelle, justement, les Glazers vont lui céder donc, cette partie-là. Ensuite, il a parlé d'Arnold. En expliquant qu'Arnold, c'était un bon gars. C'est quelqu'un que tout le monde aime bien. Et que par rapport à Ed Woodward, il est beaucoup plus présent. Parce qu'il faut le souligner, Ed Woodward vivait à Londres, donc on le voyait quasiment pas. Le mec, il venait parfois au stade. Quand il y avait des fêtes, il faisait son regard de méchant, genre je suis pas content, alors qu'il comprenait rien. Et quand il y avait victoire, il célébrait. Il comprenait rien non plus. Mais bon, bref. Donc, on explique que Arnold, c'est un bon gars. Il sait se faire apprécier, en tout cas, pas dans le vestiaire, mais dans le club. Mais ça, le problème, c'est que qu'il soit un bon gars, on s'en fout, nous. Hein. Qu'il soit un bon gars, on s'en bat les steaks. Donc, mais il avait perdu en crédibilité par rapport à la situation de Greenwood. Et que justement, pour l'instant, on estimait qu'il arrivait à bien gérer les situations. Mais il a perdu en crédibilité par rapport à la situation de Greenwood. Pourquoi? Parce que Greenwood, il voulait le réintégrer. Et ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il voulait le réintégrer, Greenwood. C'est juste que derrière, il a cédé aux menaces des employés qui ont dit que ben, si jamais Greenwood réintégrait, nous on part. Ok. Donc, en gros, il explique qu'il est sur un chaise éjectable. Voilà. Ensuite, il a parlé de Murtaugh. Donc, Murtaugh qui est là depuis 2013. Il faut souligner que Murtaugh, c'est David Moyes qui le ramène avec lui. Donc, Murtaugh, il était à Everton. Et c'est David Moyes qui le ramène avec lui, suite au départ de David Gill. Mais il n'avait pas le pouvoir de directeur sportif à l'époque. Il explique que Murtaugh aussi, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que, ouais, les gens l'aiment bien. Mais, à plusieurs reprises, il a failli à ses fonctions parce que il est censé nous ramener, compléter un mercato dans les temps et à plusieurs reprises, notamment dans le cas Anthony, dans le cas d'Amrabat et le gardien récemment, ils sont venus quasiment à la fin du mercato derrière. Bon, il faut derrière que les joueurs s'intègrent dans le groupe. Donc bon, lui aussi, il est sur un siège éjectable. Ensuite, ouais, donc Murtaugh. Ensuite, concernant les Qataris, il y a une question assez intéressante que j'ai aimé la réponse. Et en fait, Joël lui demande, quand on voit comment les Qataris gèrent la situation du PSG, est-ce qu'on peut dire que il allait peut-être lui aussi se planter? Et il lui dit non. Il a pris l'exemple de Liverpool, qui avait un propriétaire américain il y a quelques années, et qui a toujours un propriétaire américain. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, Liverpool avait un propriétaire américain et c'était la dérive totalement. Et aujourd'hui, ils ont revendu à un autre américain et j'ai oublié son nom, GMS, un truc comme ça. Et donc lui, il arrive aujourd'hui donc à gagner, à rendre Liverpool beaucoup plus compétitif. Donc c'est pas une question de nationalité. On a vu des Chinois avec Wolverhampton, on a vu donc Qatari, ça ne marche pas avec le PSG, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher avec Manchester United. On a vu également donc des Chinois, des Russes. Bon bref, il a donné plein d'exemples pour citer cela. Ensuite, il y a eu la question Ten Hag. Il a expliqué que Ten Hag et Radcliffe apparemment se sont déjà vus à plusieurs reprises avant Manchester United et que Radcliffe avait énormément d'estime pour Ten Hag, parce que bon, la question était, est-ce que justement Ten Hag lui aussi serait sur un siège éjectable? Et il a répondu que non, parce que au jour d'aujourd'hui, Ten Hag est encore très populaire dans la fanbase, donc les fans le soutiennent encore, l'administration le soutient encore, donc et puis même Radcliffe le connaît, ils se sont vus apparemment plusieurs fois, donc pour l'instant il reste le candidat numéro 1. Cependant, les résultats ne montent pas. C'est-à-dire que si Ten Hag, malheureusement pour lui, n'arrive pas à renverser la situation, on va faire le preview demain, mais pour l'instant, si Ten Hag n'arrive pas à retourner la vapeur, forcément qu'il va devoir sauter. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire dans cette situation? Je dirais que il y a peut-être une lueur d'espoir. Peut-être. Dans le sens où il avait prédit que Nice allait faire une bonne saison cette année. Maintenant, on n'est qu'en octobre. Donc, Nice est deuxième à l'heure actuelle. On n'est qu'en octobre. Ils sont allés battre Paris
au Parc ou à Riviera, je sais plus. En tout cas, ils ont battu Paris. Et donc cette année, Nice est très compétitif. Il a quand même fallu 4 ans. Maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est que City, par exemple, ils sont arrivés en 2008. Pour gagner, ils ont mis 4 ans également. Donc oui, ça aussi, il faut le mentionner. Quand un nouveau propriétaire arrive, il faut du temps pour qu'il s'en prenne, pour qu'il comprenne le système et qu'il arrive à relancer la machine. Donc, lueur d'espoir, peut-être. Je vous ai dit que si Ratcliffe devenait propriétaire de Manchester United, ce serait la fin. Pour moi, dans quel sens j'avais raisonné? J'avais raisonné dans le sens où Ratcliffe allait être propriétaire de classe A uniquement, parce qu'apparemment ce sont les classes B qui sont supérieures aux classes A. Ratcliffe allait arriver à être propriétaire donc des classes A. Il n'allait pas avoir de pouvoir de décision. Et derrière, les Glazers vont continuer à nous faire tourner en bourrique encore et encore et encore. Donc, voici le raisonnement que moi j'avais pris. Si tout ce qu'ils viennent de dire se concrétise, il y a peut-être une lueur d'espoir. C'est-à-dire que si Ratcliffe a mis du temps, mais il a finalement compris que Nice allait faire une bonne saison, donc que Manchester United va faire une bonne saison dans 4 ans, c'est ça, on est en 2023, donc 2027. Est-ce qu'on aura la patience pour attendre 4 ans? Bref, Ratcliffe n'est pas si nul que ça. Je sais que je l'ai insulté, ici même, plusieurs reprises, j'ai dit que c'était un tocard. Je me suis basé sur ce que j'ai vu par rapport à Lausanne. Je sais qu'il a fait reléguer quand même Lausanne à 2 reprises, c'est énorme. Sur Nice qui a fini 17e. Bon, cette année ils sont 2e, mais encore une fois, on n'est qu'en octobre, c'est trop tôt pour juger. Alors, il y a peut-être une lueur d'espoir. Peut-être. Ça ne veut pas dire que... mais malheureusement, guys, je pense que il faut commencer, pas entièrement, mais il faut commencer à enterrer l'annonce Cheikh Jassim. Commencer à enterrer le fait que Cheikh Jassim soit propriétaire un jour de Manchester United. Je pense que ça, c'est quasiment mort. Ensuite, la dernière question qu'il a eue, c'est apparemment les bruits de couloir qui disaient que Cheikh Jassim allait se focaliser sur Tottenham. Apparemment, actuellement, non. Non. À l'heure d'aujourd'hui, Cheikh Jassim ne veut aucun autre club. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous dis quand même, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il se soit retiré de la table. Pour moi, l'offre existe toujours. Si les Glazers n'arrivent pas à trouver un commun accord avec Ratcliffe, je pense que l'offre qui est sur la table est toujours valable. Et que derrière, dans les jours qui vont suivre, peut-être dans les semaines qui vont suivre, nous allons avoir donc une espèce d'interview du côté Cheikh Jassim pour nous expliquer ce qui s'est passé et pour nous éclaircir sur la situation. Donc voilà. Voilà, donc sincèrement, c'est une interview que j'ai beaucoup aimée. Elle fait 35 minutes. J'ai essayé un peu de vous sum up un peu le tout. Et puis, ben voilà. Donc, guys, on se dit donc à demain pour le preview. Apparemment, Sofiane Amrabat, Reguilon et Højlund se sont entraînés. Pour l'instant, c'est ce dont j'ai connaissance. Casemiro n'est pas encore rentré, donc Casemiro ne sera pas là pour ce match. Mais normalement, on attend la conférence de presse demain. Donc demain, nous allons décortiquer la conférence de presse de Ten Hag. Sur ce, guys, merci beaucoup et je vous dis donc à la prochaine.